Eh ben, on va avoir du temps pour les deux autres communications. Je vais laisser mes collègues s'installer. Pendant ce temps-là, je vais les présenter tranquillement. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir donc Thérèse Pérez-Roux qui vient de l'Université de Montpellier. Alors, moi, c'est assez amusant parce que c'est mon université de départ. J'étais à Dipra-Langue dans les années, voilà. Paul Valéry, oui, Paul Valéry, c'est ça. Voilà, c'est ça, Paul Valéry. Voilà, il y a de très nombreuses années, et c'est mon académie de départ. J'étais enseignant à Montpellier au départ, et il sera associé à ma collègue de laboratoire et néanmoins amie, Christine Françoise. On a des fois des collègues, hein, sont pas... voilà, et qui vont nous parler donc des enseignants débutants. Je pense que nombre d'entre vous ici sont des enseignants débutants ou de futurs enseignants débutants, et on est tous passés par là, hein, œuvrant dans les académies de La Réunion et de Mayotte, des représentations professionnelles en marge de celles des enseignants des académies de l'Hexagone. Est-ce que c'est une question qui est posée? Donc, nous serons amenés dans le cadre d'une étude contrastive, à parler des représentations des enseignants œuvrant dans ces académies avec celles des académies de l'Hexagone. Et donc, c'est une idée aussi d'interroger peut-être est-ce que le contexte engendre des choses ou pas. Voilà. Vous avez la parole, le temps de prendre la parole. Bonjour à tous. On vous propose une communication qui s'intitule des enseignants débutants œuvrant dans les académies de La Réunion et de Mayotte, des représentations professionnelles en marge de celles des enseignants des académies de l'Hexagone. Point d'interrogation. C'est une question qu'on se pose au vu de tout ce qu'on a dit, au vu des spécificités qui sont sur les deux territoires, La Réunion et Mayotte. Eh bien, on se demande si les étudiants, si les enseignants débutants peuvent prendre en considération ces différences. Donc, ici, c'est la problématique. Pardon. Voilà, donc la problématique, on l'a mise d'emblée. Sachez bien ce que l'on essaie de tenir et ce sur quoi on ne va pas aller. Voilà, effectivement, ces deux départements, ils ont des contextes quand même qui sont très particuliers. On en donnera des éléments. Et la question qui nous apparaît, en tout cas, on se questionne beaucoup par rapport aux résultats, puisque on partait du principe que ces derniers, formés dans ces départements, prenaient en compte les spécificités des contextes. Hein, voilà. La question qu'on s'est posée aussi, c'est dans quelles incidences ces contextes spécifiques pouvaient avoir sur le rapport au métier des enseignants. Hein, dans le rapport au métier, on y reviendra aussi, on prend en compte évidemment les représentations. Et on a essayé de comparer. On va voir qu'il y a des limites, mais ces deux départements avec ce qu'on appelle tout le résultat de l'Hexagone. Voilà. Donc, qui lui-même a des contextes de travail très différents. On ne va pas venir là-dessus. Quand on travaille à l'Île-de-France, dans certains établissements ou par exemple dans l'Académie de Nantes ou en Bretagne, on n'a pas les mêmes contextes du tout. Ça, c'est pas notre objet aujourd'hui. Alors, je laisse la parole à Alors, déjà des différences assez importantes. La Réunion est un département français depuis 1946, donc ça commence à dater maintenant, alors que Mayotte est département français depuis seulement 2011. Pareil pour les régions ultrapériphériques, c'est un peu plus ancien pour la Réunion et beaucoup plus récent pour Mayotte. Une petite parenthèse, mais qui a son importance surtout pour Mayotte. On va te faire signer, oui, ça. D'accord. Donc, en 2018, 82% des habitants de la Réunion, ils sont nés. Ça veut dire qu'en fait, d'après les statistiques de l'INSEE, les habitants de la Réunion sont des Réunionnais qui sont nés à la Réunion. Il y a seulement 11% de personnes qui viennent de l'Hexagone et à peu près 3 à 4% de personnes qui sont d'origine étrangère. À Mayotte, la situation est différente. Vous connaissez peut-être le contexte de Mayotte, et donc près de la moitié des habitants sont de nationalité étrangère, puisqu'il y a une pression migratoire qui est très très importante à Mayotte. Merci, Louisa. Alors, quelques chiffres clés. La Réunion est une île beaucoup plus... Alors, le code couleur, la Réunion c'est vert, c'est la nature, les arbres, etc. Et Mayotte c'est bleu, c'est le lagon. Ok. Et l'Hexagone c'est bleu. Et l'Hexagone c'est blanc, neutre.
Donc, la Réunion est une île qui est beaucoup plus grande en superficie que Mayotte. Et donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus d'habitants. Et on a essayé de comparer, du coup, un département qui a à peu près la même taille que la Réunion. Donc, on a choisi les Yvelines qui est le département qui est à la 89e place. Donc, c'est un des départements les plus petits au niveau superficie sur 96 départements. Hein. Donc, vous voyez, on compare les habitants, il y en a beaucoup plus en Yvelines, beaucoup plus à La Réunion. Mais pour autant, si on regarde la densité ici, on voit qu'ici, la densité est extrêmement importante, plus importante que dans les Yvelines, alors qu'il y a beaucoup plus d'habitants. La densité est de 829 habitants par kilomètre carré. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est la densité la plus forte sur le niveau national. Le PIB est beaucoup moins important à Mayotte qu'en métropole, mais un peu moins important ici à la Réunion. Le taux de pauvreté, alors les chiffres donnés par les recteurs étaient très approximatifs. En fait, 36% de la population réunionnaise, selon l'INSEE, vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui veut dire que 50% des élèves sont issus d'un milieu pauvre, puisque c'est dans ces familles-là qu'il y a le plus d'enfants. C'est aussi une donnée que donne l'INSEE. Le taux de pauvreté est de 14,5% dans l'Hexagone, alors qu'il est de 77% à Mayotte. Le taux de chômage est beaucoup plus important aussi à Mayotte, un peu moins, 19% à La Réunion. En fait, le taux de chômage a baissé de façon exponentielle ces dernières années à La Réunion. Il est resté très longtemps entre 30 et 40%, et il a commencé à baisser au cours des années 2015-2016. Et le taux de fécondité, à Mayotte, il y a 4,7 enfants par femme en moyenne. Ce taux de fécondité a beaucoup baissé ces dernières années à La Réunion et il est moins important en métropole. Merci, Wissal. Là, on va vous donner quelques chiffres clés, mais qui touchent seulement les académies. D'accord? Donc, je vous laisse lire, mais si vous voulez, l'Académie de La Réunion est un peu ancienne, elle date de 1984, alors que celle de Mayotte est toute récente, elle est de 2020. Il faut savoir des données importantes, c'est que à Mayotte, il y a 1800 salles de classe qui divisent en rotation. Ça veut dire qu'il y a un enseignant avec des élèves qui travaillent en gros le matin, très tôt, de 7h à peu près midi. Et puis ensuite, c'est un autre enseignant dans la même salle de classe qui prend le relais avec d'autres élèves parce qu'il n'y a pas assez de salles de classe pour accueillir tous les élèves, ou en tous les cas, les élèves qui habitent à Mayotte. À La Réunion, 56% de la population scolaire est en REP, donc en REP tout court ou en REP plus. Sur Mayotte, tout le département est en REP ou en REP. On a près de 20 000 étudiants à La Réunion. Ils sont beaucoup moins, mais l'Université de Mayotte ne peut absorber qu'un quart des bacheliers. Les autres sont obligés de venir à La Réunion ou de partir dans l'Hexagone pour poursuivre leurs études. Merci. Donc, à La Réunion, on a évidemment une situation de plurilinguisme avec notamment la langue créole et le créole réunionnais et le français. Et souvent, on est plutôt, alors on parlait d'alternance codique tout à l'heure, nous on est plutôt dans l'interlect, on mélange sans arrêt la langue créole et le français, si bien que certains élèves et certains parents d'élèves d'ailleurs ont l'impression de parler français alors qu'ils mélangent les deux codes. 25% des jeunes sont sortis du système scolaire sans diplôme, contre 17% dans l'Hexagone. On a une faible proportion de diplômés d'enseignement supérieur, même si le nombre augmente très rapidement. Donc 20% des habitants de plus de 15 ans sont diplômés d'enseignement supérieur, ils sont 30% dans l'Hexagone. Et les enjeux actuels, c'est de passer à un système éducatif qui ne soit plus sur le quantitatif, ça y est, on a rattrapé entre guillemets notre retard, même si j'aime pas ce mot. On a un système éducatif qui est très jeune. Il faut maintenant qu'on réfléchisse à un système plus qualitatif. Merci.
Pour Mayotte, pareil, une situation de plurilinguisme, mais avec des langues très différentes de celles du français, le shimaoré et le kibuchi notamment, mais d'autres langues qui sont parlées aussi et qui sont issues de l'archipel des Comores. Il faut savoir que les élèves suivent un double cursus à Mayotte, puisqu'ils vont à l'école de la République, mais aussi à l'école coranique. Le taux de lettrisme est de 1 personne sur 3. L'université de Mayotte est très récente, elle date du 1er janvier 2024. Avant, c'était le CUFR et avant encore, c'était l'UFM. Et alors, chose un peu particulière, à Mayotte, le concours est un concours dérogatoire. Le concours d'enseignants se passe en fin de licence, en licence 3. Et donc, ensuite, les étudiants sont formés dans le cadre du master pendant 2 ans. Alors, les enjeux actuels, eux, ils n'en sont pas encore au côté qualitatif, même si ça reste une préoccupation pour eux. Pour l'instant, ils sont dans un processus de massification puisqu'il manque cruellement d'écoles, de salles de classe, de matériel. Merci. Alors, je vais donc reprendre ce qu'on a posé au départ. Voilà, effectivement, de ces contextes qu'on a pris le temps de poser, parce que sans doute certains et certaines vous savaient déjà cela. Vous voulez quand même poser ces repères. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut approcher avec beaucoup de modestie, hein, vous allez voir, à travers les représentations professionnelles, hein, ce qui contribue au rapport au métier de ces enseignants débutants. Pour Mayotte, voilà, le cadre théorique qu'on a mobilisé, bon, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que notre travail, qu'on a engagé depuis déjà 3 ans avec Christine, j'allais dire l'arrière-plan théorique, c'est les questions de développement professionnel des enseignants. Mais pour aujourd'hui, on a vraiment ciblé sur des éléments liés à la contextualisation, les représentations professionnelles et le rapport au métier. On a fait vraiment des choix, puisque notre enquête, au départ, elle n'était pas destinée à réfléchir sur la contextualisation. Hein. On a pris dans cette enquête des éléments qui nous amènent à réfléchir, à échanger avec vous. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les DROMCOM, comme je disais tout à l'heure, le système éducatif réunion est plus récent. Dans les DROMCOM, en fait, le développement des économies, des systèmes éducatifs est beaucoup plus récent. Par exemple, à La Réunion, même si l'île est un département de français depuis 1946, en fait, on a commencé à construire des écoles primaires dans les années 70 seulement. Donc, du coup, il y a un décalage temporel. Je préfère utiliser ce mot que de parler de retard scolaire, comme disait le recteur tout à l'heure, mais plutôt un décalage temporel. Donc, évidemment, on ne peut pas terme à terme comparer le système éducatif réunionnais à celui de l'Hexagone ou le système éducatif réunionnais avec celui de Mayotte ou d'un autre grand peuple. En revanche, les systèmes scolaires se veulent identiques partout, c'est-à-dire que les programmes, les textes sont identiques partout. Pour autant, est-ce qu'on arrive à faire exactement la même chose? Est-ce qu'on n'aurait pas eu besoin qu'il y ait quelques adaptations selon les spécificités de chaque terrain? En tous les cas, c'est donc Thérèse qui parle de transfert de modèles plaqués, c'est-à-dire que, par exemple, à Mayotte, dès lors que le département est devenu français, on a plaqué le système scolaire hexagonal sur cette région sans prendre en compte les spécificités. Et donc, ce sont aux académies ultramarines de s'adapter à ce modèle qui, finalement, du coup, devient exogène. Voilà, je ne vais pas développer ce que je dis. Simplement, quand on regarde les questions du développement professionnel, on voit bien qu'un des éléments, ce développement professionnel, il dépend entre autres des contextes d'insertion professionnelle. Donc, c'est peut-être juste l'information que vous redis. Donc, c'est bien suivant. Non. Voilà. Sur les représentations professionnelles, donc évidemment, notre approche, c'est d'abord les représentations sociales, qui ont déjà été évoquées tout à l'heure, hein, les etc. Mais là, on se sent plus particulièrement sur les représentations professionnelles telles que les définies Piaget. Ces représentations, on voit bien qu'elles influencent les pratiques, mais que les pratiques peuvent aussi venir infléchir les représentations, au moins le système périphérique de la représentation,
parce qu'on sait bien que les représentations, elles sont aussi solidement ancrées. Et puis, ces représentations, elles sont porteuses de valeurs et elles renvoient souvent à des idéaux qui vont évidemment représenter un levier, c'est-à-dire l'idéal vers lequel le temps va nous pousser à agir, mais en même temps un frein, notamment chez les enseignants débutants, lorsque par rapport à l'idée qu'ils se faisaient du métier et de eux dans le métier, se rendent compte que dans la réalité de leur pratique, on est bien loin du compte. Et voilà, cet écart-là, c'est un écart qui doit être mis au travail pour les soutenir aussi dans leur développement. Et dans le rapport au métier, bon, notre entrée, elle est quand même plutôt sociologique. On s'appuie notamment, enfin, on n'a pas tout développé sur les travaux du DUGA. Donc, je vous dis, j'appelle sens du travail la composante des identités professionnelles qui concerne le rapport à la situation du travail, entendu comme l'activité et les relations du travail, l'engagement de soi dans l'activité et la reconnaissance de soi par les partenaires. Donc, cette idée bon, lui, il parle du sens du travail, le rapport au métier, je ne vais pas développer là, mais ça s'appuie aussi sur le rapport au savoir de Charlot, que l'on a retravaillé pour, voilà, décontextualiser, si je puis dire, du champ scolaire. Et puis, l'idée, c'est que dans ce rapport au métier, on s'intéresse aux transactions que chacun doit opérer pour finalement gérer ses propres ressources et aussi s'adapter aux contraintes d'un système dans lequel il est immergé. Et puis, ce rapport au métier, ben, il intègre les représentations qui sont là envisagées comme des systèmes de relations hein, qui sont ancrés dans un réseau de sens. C'est dans ce sens qu'on se rapproche de Charlot. Voilà. Un point méthodologique rapide pour qu'on ait du temps pour un peu de temps pour les résultats. Donc, bon, moi j'avais travaillé en amont avec Xavier Lamiel en 2010-2013 sur ces mêmes publics d'enseignants débutants, plutôt des T1, alors que là on est sur les T1, T2, T3. On a fait une enquête par questionnaire, donc vous avez là les résultats, donc on va se centrer, voilà. On va comparer, mais on va être sur la région Mayotte. Comme vous voyez, les enseignants de Mayotte, on a eu pas de réponse. On sait que tout ça est fragile, hein, on n'a pas de vérité, juste ça nous questionne. Et puis le questionnaire, bon, un certain nombre de questions. Vous avez là les éléments. Peut-être ce qui fait la force de ce questionnaire, c'est qu'on avait aussi des questions ouvertes qui ont été très documentées. Donc ça nous fait encore plus qu'on peut nommer intermédiaires. On n'est pas dans des entretiens, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé beaucoup dans ces questions ouvertes. Et puis, les analyses, dont une variée, bivariée. Et puis, voilà, on a aussi, à partir des questions ouvertes, repéré des thématiques émergentes qu'on n'avait pas forcément mis dans nos questions en soi. Voilà. Ça va, ça suffit, vous poserez des questions. Alors, j'ai 4 minutes pour les résultats. Donc, on a compris 68 néo-débutants, des titulaires, première année, deuxième année, troisième année. Donc, ce qui ressort, si vous voulez, de cette présentation, on avait des enseignants du premier et du second degré, mais beaucoup plus du premier degré. Ce qu'il en ressort, c'est qu'à La Réunion, par exemple, parmi ceux qui ont répondu, 60% ont plus de 30 ans. À Mayotte, ils sont 81% à avoir plus de 30 ans. À Mayotte, ils sont souvent contractuels pendant quelques années, 3 ans, 4 ans, 10 ans, avant de passer le concours. On le voit là, 11 contractuels sur 16, alors que là, on n'a que 12 contractuels sur 60. Évidemment, ils sont affectés, les débutants, prioritairement en éducation prioritaire. Et on l'a vu, à Mayotte, ils n'ont pas de choix puisque toute l'académie est en éducation prioritaire. Alors, on a posé une question sur le niveau d'études et la profession des parents de ces enseignants débutants. Et s'il en ressort, alors là, c'est le niveau de diplôme et là, c'est la profession des parents. On voit ici sans diplôme, père, mère, maintenant c'est encadré un peu plus en droit, il y a beaucoup de pères et de mères qui sont sans diplôme à Mayotte, un peu moins à La Réunion et 2 fois moins par rapport à La Réunion dans les années. Donc ces enseignants qui ont un master ont des parents, souvent, qui n'ont aucun diplôme. Donc, ça interroge sur le rapport à l'école, le rapport au savoir. La profession des parents, on va juste mettre en évidence que à La Réunion, beaucoup sont issus de pères
employés ou de pères ouvriers pour Mayotte, mais il y a aussi beaucoup de femmes, de mères qui n'ont jamais travaillé ici, 37,5 à Mayotte. Alors, n'ont jamais travaillé au sens qui est le nôtre en France, c'est-à-dire avec des fiches de salaire, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas d'activité pour nourrir leur famille ou autre. Merci. Alors, les résultats. Alors là, je vous explique le tableau. Là, ce sont les questions qu'on a posées. Donc, ce sont souvent des critères avec le nombre de modalités. Et on a retenu les modalités qui nous semblaient intéressantes par rapport à notre problématique. Donc, la modalité un revenu et ou une carrière professionnelle stable, on voit que ça touche 40% des néo-titulaires à La Réunion. Voilà, alors, on a mis le rang aussi. Alors, c'est important parce que à La Réunion, peut-être, c'est peut-être un début d'explication, à La Réunion, les enseignants touchent une surrémunération de 53%. À Mayotte, cette surrémunération est de 40%. Ils ne sont que 25% à parler de ce revenu. Donc peut-être que pour eux, les motivations sont ailleurs. Parmi les éléments suivants, lesquels auraient pu remettre en cause votre choix de devenir enseignant, alors on ne voit pas de différence très importante ici. Il n'y a pas de différence vraiment significative. Les conditions d'exercice du métier, voilà, ça aurait pu remettre en cause pour la moitié des personnes interrogées leur choix de devenir enseignant. Quel contenu apport de formation vous semble le plus utile? Alors, on a choisi accompagnement par les tuteurs. Là, on s'interroge. Pour Mayotte, c'est pas flagrant. Parce qu'il leur apporte le plus, peut-être, on ne sait pas. Mais par contre, pour Mayotte, ce qui compte, c'est plutôt la mise en place d'analyses de pratiques professionnelles ou d'études de cas. Donc, on s'est demandé si, au regard de le contexte, peut-être qu'il y a un manque d'enseignants très important à Mayotte et du coup, un manque aussi de formateurs et peut-être que les formateurs eux-mêmes ne sont pas assez formés pour accompagner les jeunes enseignants dans un contexte très particulier. Dans l'exercice du métier, quelles sont vos difficultés? On voit ici que pour Mayotte, les difficultés sont d'abord d'ordre matériel. S'ils n'ont pas de salle de classe, imaginez bien qu'ils n'ont pas non plus de manuel pédagogique. Voilà, donc c'est du coup un peu compliqué. Avez-vous eu le sentiment d'avoir progressé depuis vos débuts dans le métier? On a choisi ça, adaptation des contenus aux élèves. On n'a pas la même lecture avec Fusil, donc peut-être on pourra en parler après. 37% pour La Réunion, 25% pour Mayotte. Voilà, adaptation des supports, des contenus, une forme de contextualisation qui finalement apparaît très peu dans les deux régions, les deux académies qui nous préoccupent. Quels sont les aspects du métier qui vous semblent prioritaires? Susciter le plaisir d'apprendre, ça rang 1, c'est ce qui ressort partout dans les hexagones et dans les grandes zones. S'adapter au contexte, quitte à revoir ses exigences. Là, vous voyez que pour Mayotte, c'est rang 11. Alors, il y a deux lectures. S'adapter au contexte. Mais si je dis s'adapter au contexte, quitte à revoir ses exigences, alors peut-être que certains sont dit oui, s'adapter au contexte, ça me va, mais je veux pas revoir mes exigences, je veux rester exigeant néanmoins. Et aussi, une minute pour conclure. Et aussi une hypothèse pour penser par rapport à ça, c'est que peut-être que dans leur formation, la question du contexte est très fortement intégrée et que du coup, pour eux, ça fait pas forcément problème. Dernière diapositive. Donc, il n'y a pas tant de différence significative entre les débutants à Mayotte, à La Réunion et dans l'Hexagone, et c'est bien ce qui nous intéresse. Alors, on se pose des questions. Est-ce que les enseignants débutants ignorent ou méconnaissent les spécificités des contextes qui sont les leurs? Ça pourrait être une première option. On en doute un peu, puisque par exemple, à Mayotte, dans leur maquette de formation, 129 heures sont consacrées à enseigner en contexte et 87 heures aux enjeux éducatifs territoriaux. C'est un peu moins le cas à La Réunion, 28 heures seulement. Donc, on se pose d'autres questions. Au contraire, est-ce que ces spécificités sont clairement appréhendées par les enseignants? Donc, ils en sont conscients, mais pour autant, sciemment mis de côté.
Ils font comme s'ils étaient n'importe où dans l'Hexagone. Il serait possible, selon eux, d'enseigner la même chose de la même façon à tout le monde en même temps. Une autre hypothèse, est-ce que ces enseignants débutants ont besoin d'être identifiés ou de s'identifier d'abord comme des enseignants ordinaires, besoin d'enseigner comme partout ailleurs? Et enfin, on s'interroge vraiment, parce qu'il y a plusieurs hypothèses, est-ce que les néo-titulaires doivent d'abord dépasser leurs difficultés premières avant de prendre en compte le contexte qui est le leur? Voilà. Et ça, c'est peut-être en lien avec ce qu'on voit sur les anonymes. On est dans les pas? Super, merci beaucoup. Bien, donc une présentation qui vraiment fait écho à entre autres à nos situations, avec les questions qu'on se pose. Il y a pas mal de futurs enseignants aussi qui vont être confrontés à la classe et qui, par rapport, je vais revenir sur la dernière question qui a été posée, c'est finalement d'abord qu'est-ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à bien faire la classe, c'est-à-dire de bien ma classe, et après les questions de contexte, de prise en compte d'un tel ou d'un tel, de différenciation entre tel et un tel, et ça je crois que quand je suis rentré à l'école normale en 81, c'était déjà les questions qu'on se posait à notre époque, quand je suis retrouvé en classe, c'est la première fois qu'on l'a tous fait plus ou moins, je vais tenir ma classe avec qu'est-ce qu'on mettait derrière tenir, c'était ça, voilà. Toutes les questions qui sont là sont vraiment très intéressantes. Voilà, donc il n'y a pas de mauvaises questions. Les seules mauvaises questions, c'est celles qu'on pose pas. Donc, vous avez la parole. Allez, merci beaucoup. J'ai pas compris les étiquettes vous les donner. Par exemple, vous posiez la question et puis vous synthétisez une sorte de réponse. Tu peux revenir sur En fait, quand on a travaillé pour cette intervention, notre enquête de départ, elle ne portait pas sur le contexte. Voilà. Comment on avait au niveau des universitaires, comment ils sont dans le métier. Et donc, on a isolé, on a choisi en fait des questions. Alors, les questions du questionnaire, elles sont en gras. Ouais. Elles avaient plusieurs modalités de réponse. On proposait un QCM. Ah, d'accord. Il y avait 14 propositions et en fait, on a gardé que on a choisi deux qui nous semblaient pouvoir alimenter notre réflexion autour de la prise en compte ou pas des contextes. Voilà. Mais même nous, on a dû bien se mettre d'accord. C'est ça. On a fait qu'on soit d'accord aussi sur les modalités. Juste rebondir, je suis enseignante ici, mise à disposition au maître avec une langue didactique. Et j'enseigne cadre, merci. Avec Delphine Legros, ma collègue, on est sur diversité professionnelle et contextualisation. Avec les DI 1D et 2D. Et le dilemme s'est posé quand on a dû organiser nos cours. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'urgence? Et au regard d'une dernière réunion en juin l'année dernière, on a vu qu'il y avait des urgences. C'est vraiment en termes d'urgence qu'on a essayé de répondre. Et il y avait des urgences à tenir sa classe. Donc, geste et posture, c'est positionné de fait. Nous n'avons que 12 heures. On a 3 heures. On peut dire que c'est trop court. Il y a une fille, une famille. Et donc, en fait, on s'est arrangé de certaines choses pour répondre à des urgences. Il y a celles qu'on a anticipées en tant qu'enseignant, mais aussi celles qu'on rencontre in situ dans le vif de la classe. Les étudiants arrivent après des visites, après leur première semaine de prise de classe, après un tuilage, après une période fatiguée, épuisée, les yeux au fond du trou, avec des urgences, c'est presque parfois des questions de survie. Madame, j'y arrive plus, j'en ai 3 qui vous accolent, depuis mon corrido, c'est bien joli tout ce que vous dites, vous n'y arrivez pas. Donc on répond à ça, donc forcément mes TD ne sont jamais finis, parce qu'on essaye d'apporter des réponses pratiques, concrètes, éclairantes, ciblées, et on met des pansements. Et on fait des câlins, parce qu'ils en ont besoin, et ça, je sais pas le mettre dans l'intitulé du cours, mais ça marche. Et ce dilemme-là, en tant que formateur, de savoir à quelles urgences on répond, est-ce qu'on répond, vous savez quoi, à votre dernière question, à la contextualisation des enseignements, ou d'abord, comme disait M. Gaillard, je tiens ma classe, c'est-à-dire d'abord je tiens debout, j'essaye de bien dormir et de préparer mes trucs, ça, c'est pas gagné. Et puis après, comment je fais pour qu'il y ait moins de bruit, que ça bouge moins, que j'arrive au bout de ma séance de presse, que je ne peux pas rédiger. On est dans ce dilemme-là, on est dans ces urgences. Moi, j'irais volontiers à poser cette même question et j'ai un élément de réponse, c'est un parent déplacé. Et on est sur l'humain. Qu'est-ce qui est important de prendre soin de collectif? Qu'est-ce qui est important de faire en tant que formateur devant ces jeunes qui ont
c'est un autre métier ou un autre choix. Ces jeunes qui arrivent dans ce métier passionnant, ben, qu'est-ce qu'on fait de leurs émotions, du haut de l'armoire duquel ils tombent en se disant, oh là là, je n'avais pas envisagé tout ça. J'ai fantasmé le métier et me voilà dedans. Donc voilà, moi je dirais qu'on est plutôt dans des réponses, ouais, on est un peu dans la mode salut. C'est pas pour tout le monde, tu vois. Donc, on aimerait bien creuser et réaliser des entretiens pour peut-être aller plus loin et voir s'il y a quelques différences. Une question là-bas. Juste si je peux compléter. Je pense aussi que le problème, c'est que les pensements qu'on met comme ça dans des situations d'urgence avec des jeunes, des enseignants jeunes ou moins jeunes, enfin, qui débutent, qui sont mal, c'est aussi lié à une dégradation de la formation des enseignants, où les espaces d'échange permettent de construire un collectif, comme par exemple l'analyse de pratique ou d'autres dispositifs type forum, etc., permettraient de pouvoir remettre en jeu des situations problématiques réelles et de pouvoir ensemble étayer. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème des formateurs, il est aussi une sorte qu'ils sont là entre deux feux, il faut qu'ils gèrent, qu'ils passent les pompiers de service avec des enseignants du temps qui sont effectivement dans des bonnes activités. Donc c'est tout un système qui ne favorise pas la prise en compte en termes de contexte. Pour les semaines que vous avez réalisé en lien de la pandémie par exemple, la formation de la stabilité professionnelle, et moi, je suis à la réunion de 40%, et à vous parler, d'ailleurs, c'était 25%, et ça va me donner un écart dans la situation, ça vous pouvoir. Alors, on peut émettre que des hypothèses parce qu'on n'a pas creusé en ce sens. En fait, il n'y avait pas de place pour répondre plus précisément, mais on a plusieurs hypothèses. Donc, nous, on s'était dit comme vous que quand même c'était intéressant pour les enseignants mahorais de rester sur le territoire, d'être bien sur ce territoire, s'il y a une rémunération. Ils disent par ailleurs, une autre enquête qu'on a réalisée avec Céline Carrière sur les inégalités, on a été questionner des étudiants M2 de Mayotte et de la Réunion. Et en fait, ces étudiants se disent bien à Mayotte parce qu'ils parlent, par exemple, certains parlent le chez maoré, d'autres parlent le Kikuchi et se sentent bien avec les élèves qui vivent. Mais en même temps, au regard de la situation actuelle à Mayotte, une situation très tendue, où il est même difficile juste d'aller à l'école, je crois que certains enseignants peuvent être en situation un peu difficile. Et puis la formation, la formation initiale, elle s'est structurée seulement récemment. Et il y a un turnover au niveau des formateurs d'enseignants qui est très important. Et du coup, les équipes, elles n'ont pas le temps de mettre en place des projets pérennes. Les formateurs s'en vont. Donc, il y a certains enseignants qui, je pense, à Mayotte, souhaiteraient avoir l'opportunité d'aller travailler ailleurs, dans l'Hexagone, par exemple. Voilà. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. C'est pour ça que ça nous intéresse de mener des entretiens parce que on aura peut-être des réponses plus justes. On a juste des hypothèses possibles, des interprétations. Parce que cette problématique-là, on l'a aussi sur l'Hexagone, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est recruté par exemple parce qu'il a un proche qui est en situation de handicap, parce qu'il a déjà des enfants, il va être recruté dans sa région d'origine avec de l'ancienneté, donc avoir un poste un peu moins exposé. Il ne va pas faire une entrée dans le métier, évidemment, le type, c'est celui qui part, qui toutes ces approches amicales, sportives ou autres de sa région pour être dans un coin où il est difficile de se loger, où il va être, voilà, comment dire, ce qui est proposé aux enseignants débutants en France, surtout s'ils sont jeunes, de les envoyer dans des zones difficiles, où justement il y a différentes besoins, ce n'est pas les meilleures conditions pour prendre en compte le contexte ou pour différencier sa pédagogie, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tellement violent que, voilà. Dans les réponses, dans les modalités qui touchaient à ce qui pourrait remettre en cause
leur choix de devenir enseignant, on avait proposé comme modalité le niveau de salaire. Ça n'apparaît pas à la Réunion et à Mayotte, je vais expliquer pourquoi, mais dans les Hexagones, c'est flagrant. Heureusement. Bien. Juste une petite remarque, une petite question, mais qui restera en suspens, peut-être, quand je me pose, quand je dis un petit peu votre étude, ici par rapport à mon étude professionnelle, je pose la question, finalement, on a vu qu'à Mayotte, il y avait 125 heures pour le contexte, ici, 25, et on dit que la priorité, c'est tenir, je mets tenir entre guillemets, parce que le terme ne plaît pas, mais comme ça, la place, est-ce que finalement, l'entrée par le contexte ne serait pas une meilleure manière d'appréhender la façon de tenir sa classe, et que donc le contexte ne devrait pas être abordé non pas par des cours spécifiques, mais de manière transversale, de manière permanente. Je vais prendre juste un exemple. On parle d'enseignement, apprentissage du français en milieu francophone. Moi, je parle plutôt en milieu réunionnais ou en milieu marois, et puis je passe sur les choses sur lesquelles j'ai travaillé. Que ça soit fait non pas comme des cours spécifiques, mais qu'est-ce que c'est qu'enseigner les mathématiques en contexte réunionnais? Qu'est-ce que c'est qu'enseigner voilà, au-delà des programmes et des contenus du programme. Voilà, que ça soit donc non pas quelque chose de particulier, mais quelque chose, c'est une question que je me pose, hein, Non, mais quelque chose de transversal, et puis peut-être, quand on voit effectivement, il y a eu 125 heures du contexte, peut-être, je ne sais pas comment c'est abordé, hein, mais complètement, dissocié du reste, le contexte, il est, je fais ma classe de mathématiques, je fais ma classe de SVT, je fais ma classe de sport, je suis dans un contexte avec des élèves, avec des moyens matériels plus ou moins développés, avec, je pense que tu as raison. C'est juste, tu vois, c'est sur tenir sa classe. Par exemple, sur la maquette de Mayotte, de la Réunion, je vais passer pour le savoir, sur 800 heures, il y a 4 heures qui sont consacrées à des M1 et des M2, je ne parle pas des DU, 4 heures qui sont consacrées à la gestion de classe. Donc, si on parle de la gestion de classe, c'est du coup de classe. Oui, voilà. Mais ça serait une bonne entrée. Et en complément, je pense que se donner comme ça une perspective transversale, ça suppose que les formateurs aient des temps de travail et de co-élaboration pour se mettre d'accord. Or, aujourd'hui, enfin, pour nous, l'enquête qu'on a fait sur les effets de la réforme actuelle, on voit bien que les temps de travail collectif, collaboratif ont disparu, que chacun tient dans son coin. On est dans les urgences. Ça sert à rien, mais voilà. Bien. Moi, je veux bien Plein d'échanges en perspective pendant les repas. On va passer, parce qu'on est déjà à la limite, c'est pas comme. Emmanuel, On se voit pendant 3 jours. Entre midi et 2,